le nord-ouest du Mexique. À travers l'état de Sinaloa, dans les collines qui ondulent entre la plaine côtière et les montagnes de la Sierra Madre, coule le Rio Quelite. Dans les petits villages qui le bordent, comme la Sabila, un jeu de balle mésoaméricain vieux de quelques 3400 ans est en train de renaître. José Lizarraga Covarrubias y est pour beaucoup. Avec sa famille, il consacre énormément de temps et d'énergie à ce sport. En raison de sacrifices humains en l'honneur des dieux, cette discipline avait été interdite par l'Église catholique du temps des conquistadors. C'est dans une variante un peu plus douce qu'elle fait son retour et reconquiert peu à peu tout le Mexique. Cette joute sportive s'appelle Ulama, du mot indigène Ulamalitzli, qui désigne un jeu de balle en caoutchouc se jouant avec les hanches. Fin novembre, la récolte est rentrée et les petits paysans ont le temps de jouer à l'Ulama. Les règles sont complexes et le décompte des points encore plus. On peut en marquer comme en perdre en fonction des situations et de l'avancement de la partie. Dans quelques jours, l'équipe favorite de José participera au championnat du Mexique. C'est l'équipe qui représentera l'État de Sinaloa à ce tournoi. Je vais vous les présenter. César Osuna Machado, Efren Lizárraga Covarrubias, Luis Manuel Lizárraga Covarrubias, Cristian Acosta, Sergio Osuna. José s'occupe de cette équipe et de bien d'autres. Mais celle-ci est sa favorite, car elle est constituée pour moitié de ses frères. Il joue aujourd'hui dans le camp adverse, aux côtés d'habitants d'un village voisin. Quand on débute en étant petit, on apprend d'abord à jouer au sol. L'important est que le joueur apprenne peu à peu à observer la trajectoire ascendante, puis descendante de la balle quand elle est envoyée en l'air. Quand l'équipe adverse frappe, je dois guetter le moment où la balle entame sa descente pour me repositionner de façon à pouvoir la renvoyer quand elle est arrivée à la bonne hauteur. Ce jeu de balle était déjà pratiqué par les Aztèques, les Mayas, les Olmèques et d'autres peuples mésoaméricains sous différentes variantes. Celle qui se joue avec les hanches, appelée Ulama de Cadera, est la plus connue aujourd'hui. L'arbitre, ou vedor, doit avoir en tête toute une profusion de règles et parfois aussi mettre la balle en jeu. On commence toujours à 0. Si on marque un point, la balle passe à l'équipe adverse. L'engagement se fait toujours depuis le fond du terrain, vers le haut. Quand on a 2 points, puis 3, c'est le vedor qui engage. À ce moment-là, il fait rouler la balle vers l'équipe qui a perdu le point. Donc si je marque, la balle va être engagée vers l'équipe adverse. La partie s'achève quand une équipe atteint 8 points. La bière après le match, c'est aussi José qui la procure. Il cumule les fonctions. Joueur, entraîneur de plusieurs équipes, président du club dont il est aussi le fondateur et organisateur des matchs. Le lendemain matin, La Sabila est un village de 270 âmes. José habite dans la maison de ses parents avec sa mère. Elle lui a préparé de quoi bien commencer la journée. Du café et des tortillas fraîchement cuisinées avec des restes de viande et de légumes de la veille. L'Ulama existe depuis très longtemps.
S'il a survécu dans ces différentes régions, c'est grâce aux joueurs et à leur volonté de continuer à le pratiquer. Ce jeu a toujours été présent dans la famille. Mon grand-père maternel et ses frères y jouaient déjà. Puis ils se sont mélangés aux joueurs de la famille de mon père. Le père de José a été le principal moteur de la renaissance de l'Ulama. Il a eu beaucoup d'enfants, 13. Alors il était toujours en train de travailler au champ. Mais l'après-midi, il trouvait un moment pour s'entraîner. Et tous les dimanches, il y avait des matchs. Il était passionné par l'Ulama. Ses copains et lui ne connaissaient aucun autre sport. C'était un homme bon, sérieux. Il était gentil avec moi et avec ses enfants. Quand Don Manuel Lizarraga s'est éteint, l'Ulama a failli tomber dans l'oubli. Mais José a monté un projet pour remettre le jeu au goût du jour. Aquí en medio tenemos la pelota que está siendo sujetada por mí. Je me suis mis à l'enseigner et de fil en aiguille, j'ai commencé à organiser des tournois. Et maintenant, comme ma famille a été un peu la gardienne de cet héritage, on me demande d'être le leader du renouveau national, qui prend même des dimensions internationales. Pour éviter les conflits d'intérêts, José, en qualité d'entraîneur, n'a plus participé à aucun tournoi en tant que joueur pendant 8 ans. Ça, c'est le trophée qu'on a reçu pour notre dernière victoire. Cette année, la compétition va avoir lieu ici, les 16 et 17 décembre, dans l'état de Sinaloa. D'ici là, José a encore beaucoup à faire. Il est en chemin pour La Mora, un village distant d'une dizaine de kilomètres. Il veut discuter de l'organisation du championnat avec son vieil ami César. Mais pas sans échanger d'abord quelques balles. L'Ulama est aussi dans l'ADN de la famille de César. Ici, il est présent jusque sur les dessous de plats que César a fait réaliser à partir de photos. Sa femme, Ana Maria, arrive avec d'autres clichés des joueurs de la famille. El Tabo también tiene el sombrero, el Tabo, el tiro, y a la vieja, el Beto de la camiseta. Il existe déjà un certain nombre de clubs et on recense plus de 1000 joueurs en tout. Des enfants, des adultes, femmes et hommes confondus. Et il se pourrait qu'à l'avenir, l'Ulama acquiert le statut de sport professionnel et qu'il soit intégré dans les programmes d'éducation physique à l'école. Dans le milieu de l'Ulama, José a un peu toutes les casquettes. Sur le papier, je suis président, mais je suis avant tout un joueur. Et ce terrain, c'est moi qui l'ai retapé. Ma mission, c'est de faire en sorte qu'il reste propre et adapté au jeu. José a aussi planté des légumes tout autour, dont la cueillette est ouverte à tous. Autrefois, l'Ulama était un rituel destiné à honorer les dieux de la fertilité, dans l'espoir d'avoir une bonne récolte. Aujourd'hui, c'est avant tout un loisir, surtout pour les jeunes, comme ces adolescentes de 13 ans, que José entraîne 2 fois par semaine. Après l'échauffement,
on revoit les déplacements et la frappe de la balle avec la hanche. L'important, c'est d'être en forme physiquement. On doit être très rapide et aussi réactive. Vers midi, José est allé chercher 3 adolescents à la gare de la ville la plus proche. Ils viennent de Mexico et font partie d'une équipe qui représentera la capitale lors du tournoi. D'ici là, et pendant la durée de la compétition, ils logeront à La Sabila, chez José et sa mère. Ils vont devoir se serrer un peu, car la maison n'est pas très grande. Vous allez être bien ici. Reposez-vous un peu avant d'attaquer l'entraînement. Ça va être chouette de passer du temps ici et de jouer sur les terres où l'Ulama a survécu. Et c'est génial de pouvoir s'entraîner à peine arrivé. La mère de José se charge de restaurer le trio. Ángel, Gustavo et Juanito sont un peu comme des élèves en échange scolaire. Je fais office d'entraîneur pour plusieurs États du Mexique. Alors quand les garçons viennent participer à un événement que j'organise, il est de ma responsabilité de les accueillir. Les 3 ados ont au fait de remarquer un certain nombre de différences entre Mexico et l'État rural de Sinaloa. Les rues, les maisons, les édifices, tout ça. La nourriture, plein de choses, même les gens. Les règles du jeu, elles, restent les mêmes. Le lendemain, l'entraînement prend la forme d'un match amical. Les jeunes de la capitale et les joueurs de l'équipe de Sinaloa se répartissent en 2 équipes de 5. Ça ressemble un peu au foot, sauf que là, il n'y a pas de but. Le fond du terrain est délimité par une ligne appelée chichi. Et l'une des façons les plus simples de marquer les points, c'est que la balle traverse cette ligne en franchissant tout le camp adverse. On a le droit de taper la balle qu'avec les hanches. Si on la touche avec le ventre, le pied ou la main, on fait perdre un point à son équipe. Idem si un autre joueur de la même équipe touche la balle avant qu'elle rejoigne le camp adverse. Je joue à l'Ulama parce que c'est le sport de nos ancêtres. Et parce que j'ai ce jeu dans le sang et dans le cœur. César est l'un des meilleurs joueurs, tout comme son frère Sergio. Leur point fort à tous les deux, c'est le coup frappé au sol. L'après-midi, José a rendez-vous avec le directeur de l'école locale. Il aimerait pouvoir utiliser 1 ou 2 salles de classe pour y loger une partie des équipes. Il cherche également des volontaires pour l'aider à s'occuper des visiteurs, répondre à leurs questions, leurs besoins et leurs éventuels problèmes durant la durée du championnat. Pour motiver les élèves, il leur fait une démonstration d'Ulama avec les 3 jeunes de Mexico. On leur a proposé de jouer avec nous, mais ils veulent pas. Ce n'est que lorsque le directeur se prête lui-même au jeu que leur réticence se dissipe et qu'un certain nombre d'entre eux se portent volontaires. On en a déjà une bonne dizaine. Et j'ai encore un peu de temps devant moi. José s'est aménagé un atelier pour confectionner les protections en cuir des joueurs d'Ulama.
Ici, je réalise ce qu'on appelle des fajados. C'est la tenue qu'on porte pour jouer à l'ulama. Un farado, c'est une sorte de caleçon qu'on met pour se protéger le corps quand on se traîne sur le sol. Cette pièce-là, on l'appelle la bota. C'est une deuxième protection qu'on place sur la zone d'impact la plus fréquente, là où ça fait le plus mal. Pour le tournoi, il nous en faut 7 pour toute l'équipe. Voilà ce que ça donne. Une statue portant un farado se dresse à l'entrée du village d'El Quelite. C'est l'un des plus connus de la région, notamment en raison de ses nombreuses maisons de style colonial aux couleurs vives. Ici, tout est entretenu avec soin. Les joueurs venus de Mexico et d'autres jeunes font un peu de publicité pour le championnat dans l'un des restaurants de la petite commune. Leurs danses sont censées rappeler les rituels aztèques, dont témoignent hélas très peu de sources historiques. Alors, place à l'imagination. Chez lui, José pense à sa femme Tania Maria et à leur petit Sébastien Itzcoatl. Ils vivent tous deux à Guadalajara et José attend leur venue avec impatience. Notre enfant a eu des problèmes à la naissance. Il sort très peu, il passe son temps entre sa chambre et l'hôpital pour les examens. Mais Tania et lui devraient venir ici demain pour ne pas rater le tournoi. Ce sera la première fois que Sébastien viendra dans cette maison. 8 heures plus tard, à la gare routière de Mazatlán, José est parti au milieu de la nuit pour aller les chercher. Voilà trop longtemps qu'il n'a pas vu sa femme et son fils. Tania et le bébé ont 16 heures de voyage derrière eux. Et il faut encore 1 heure et demie pour rejoindre la Sabila. Tania n'est pas venue ici depuis la naissance de Sébastien, car les soins médicaux sont de bien meilleure qualité en ville. Je suis très heureuse. Je ne l'avais encore jamais vu. Ma femme, le bébé et moi, on a besoin de quelques heures de repos, parce qu'on n'a pas assez dormi. Eux parce qu'ils voyageaient, moi parce que je suis allé les chercher. On a besoin d'un moment pour se reposer et profiter les uns des autres. Tous les matins à 6 heures, César Osuna Machado nourrit ses veaux et traite ses vaches. Sa ferme se situe dans le village de La Mora. Ici, les veaux passent avant les hommes. On les laisse téter leur mère avant de procéder à la traite, afin de stimuler la coulée de lait.
Ce lait de vache que je suis en train de tirer va être transformé en fromage. C'est la femme de César, Anna Maria, qui s'en occupe. Elle travaille en ce moment la masse qu'elle a obtenue en faisant coaguler le lait de la veille avec des ferments lactiques. Quand la masse est sèche, on rajoute du sel et on mélange bien. Il faut la travailler pour qu'elle ramollisse et devienne crémeuse. Une fois bien onctueuse, on la met dans le moule. La fabrication prend environ 3 heures, après quoi le fromage doit reposer pendant quelques jours. Dans le moule, il continue à rendre de l'eau. Il faut le laisser s'égoutter complètement. La fromagère n'aimant pas le fromage, c'est César qui se charge de le goûter. Plus tard, l'éleveur conduit ses vaches au pré. Le nord-ouest du Mexique est sec, mais les pâturages sont immenses. César possède plusieurs centaines d'hectares. Garder son troupeau seul dans ces vastes espaces est un vrai travail de cow-boy, de charro, comme on les appelle ici. La vie d'un charro consiste à mener les bêtes au pré, à les rentrer à l'étable, à s'assurer qu'elles vont bien, qu'aucune n'est malade. C'est notre vie ici. Toute la journée à cheval. À s'occuper du bétail. De son côté, José prépare le lit pour le bébé. Ce lit doit avoir 88, 90 ans. Il a fait le tour de la famille. Et maintenant, c'est à Sébastien de dormir dedans. C'est l'heure du petit déjeuner. L'atmosphère détendue est trompeuse. José et Tania sont toujours préoccupés par l'état de santé de leur enfant qui est au cœur de leur conversation. Ça a été très dur au moment de la naissance, parce qu'il est né à 30 semaines. Il était vraiment très petit. Ses poumons n'étaient pas encore totalement développés. Et il est resté 2 mois et demi à l'hôpital. Mais ça y est, ça va là. Les traditions préhispaniques tiennent à cœur aux 2 parents. C'est cet attachement à la culture de leurs ancêtres qui les a poussés à donner à leur enfant un prénom indigène, déterminé par la date et l'heure de naissance. Pour Sébastien, on s'est renseigné, et le nom qui lui convenait, c'était Itzcoatl, qui se traduit par serpent d'obsidienne. L'obsidienne est une roche volcanique qui, aux yeux des habitants de l'Amérique précolombienne, symbolisait le cœur ardent de la planète et sa force créatrice. Un roi aztèque portait aussi le nom d'Itzcoatl. Après de longs mois passés en ville, Tania retrouve avec plaisir son jardin, où s'épanouissent de nombreuses plantes aux vertus médicinales. Ça, c'est un avocatier. Cet arbre nous nourrit avec ses fruits. Mais ses feuilles ont aussi la propriété d'aider les personnes qui ont un taux de glycémie élevé. On peut mettre 2 feuilles dans une tasse de thé. On laisse infuser quelques minutes pour qu'elles libèrent leurs propriétés thérapeutiques. Il faut boire la décoction à jeun. Quand les bonnes choses qu'elle contient sont absorbées par l'organisme, l'indice de glycémie baisse. Cette plante à feuilles épaisses appartient à la famille des Kalanchoé. Pour toutes les pathologies qui sont liées à l'utérus, on peut prendre 2 feuilles de cette plante médicinale.
Comme dans tous les jardins de la région, on trouve aussi de l'aloe vera, sabila en espagnol, plante qui a donné son nom au village. L'aloe vera est une plante très bienfaisante. Elle a des propriétés à la fois antiseptiques, anti-inflammatoires et cicatrisantes. On l'utilise pour fabriquer des gels qui soignent les irritations, les brûlures. On retire toute la peau verte pour ne garder que la partie cristalline. Elle se conserve au réfrigérateur. Natalia, joueuse d'oulama et cousine de José, est venue voir le bébé. Il a quel âge? Il a 9 mois. Il fêtera ses 10 mois le 18. Tania va fabriquer un gel pour la peau à partir d'une feuille d'aloe vera. Elle commence par enlever les bords épineux. Parce que ça pique. Ensuite, je retire la peau. Toute cette peau verte. Ce gel est formidable. Tu peux faire comme ça. Après avoir écrasé la pulpe à la fourchette, cette sève gélatineuse est mélangée à du miel. Si on applique la partie cristalline sans miel, ça fonctionne aussi. Mais avec le miel, la cicatrisation est plus rapide. En cas de surexposition au soleil, au fil des applications, on sent une nouvelle peau se former. Cela fait 11 ans que Tania s'intéresse à la médecine naturelle. Je ne peux pas dire que je suis chamane, parce qu'au Mexique, il n'y a pas de chamane. Mais je suis en train de devenir une femme qui connaît les vertus des plantes, qui sait quel usage en faire et quels bénéfices on peut en tirer. Si Tania n'est pas une chamane, elle en a parfois tout l'air. Lors d'événements comme le championnat d'oulama organisé par son mari, c'est elle qui dirige les rituels et cérémonies destinés à favoriser la victoire. Nous remercions les gardiens de ces lieux et les êtres qui veillent sur nous cet après-midi. Et les prions de nous permettre d'ouvrir ce tournoi dans l'harmonie. Nous parlons avec l'eau, le vent, la terre, avec tout ce qu'on peut toucher et sentir. Mère Nature nous enseigne comment vivre, comment diriger notre existence. En observant la nature, où tout est fluide, on peut apprendre à habiter la terre en respectant son harmonie. Pour compléter la cérémonie, José et Angel exécutent une danse aztèque censée invoquer les dieux et les esprits et les amener à protéger les guerriers, ou ici en l'occurrence les joueurs. Nous sommes le 15 décembre. Le championnat commence demain. À l'aide d'un vieux rail, les joueurs de l'équipe de José aplanissent le terrain de baseball du stade d'El Quelite. Les chaises de l'école feront office de gradins. Parmi les membres des délégations, il y en a qui viennent avec toute leur famille. Alors on a prévu 3 salles. Une sera réservée aux femmes et aux enfants, ou bien à une grande famille, car il y en a parfois qui arrivent à 30 et qui souhaitent être tous réunis dans un même lieu. Dans ce cas, les 2 autres salles seront l'une pour les femmes et l'autre pour les hommes. Les visiteurs de Mexico arrivent. Mais leur car est momentanément bloqué. Le conducteur semble avoir sous-estimé les nids de poules dont est criblée la route de terre qui mène à l'école.
Rien d'insurmontable toutefois pour ces habitués du système D. Et c'est reparti. Au grand soulagement de l'accompagnatrice des joueurs juniors, Laura Sanchez. On a eu un peu peur avec les branches et tout ça, mais grâce à Dieu, nous voilà tirés d'affaire. Un peu plus tard, tout ce petit monde peut s'installer dans l'école. Le lendemain matin, José et ses assistants terminent le marquage des terrains quand arrivent les joueurs participant au tournoi. Il y a 8 équipes masculines, 4 équipes féminines et 2 équipes juniors de plusieurs États du Mexique. L'une d'elles vient même de Californie. On a encore beaucoup à apprendre. On joue depuis environ 4 ans, mais on est heureux d'être là où le sport trouve ses racines, au Mexique, à Sinaloa. Beaucoup de gens croient que cette discipline appartient au passé, mais non. Ici, ils y jouent encore. Et on est content à l'idée de repartir avec un jeu plus riche. L'arrivée des équipes au stade se fait au son des cuivres et des tambours, et leur défilé s'achève sur la présentation des drapeaux. Attention, descansar. La compétition est maintenant ouverte. José prépare les papiers pour le tirage au sort des équipes qui vont s'affronter. Premier match des hommes, Sinaloa contre Veracruz. Et pour les femmes, Querétaro contre l'État du Mexique. Il y a une quinzaine d'années, on n'était qu'une trentaine de joueurs à Sinaloa. Mais notre projet a porté ses fruits. Et maintenant, il y a plus de 1000 joueurs répartis dans tout le Mexique. Un succès que ce jeu ancestral n'aurait jamais rencontré sans les efforts de la famille Lizarraga. Premier match du championnat national. L'ulama est un sport qu'on peut pratiquer de l'adolescence jusqu'à l'âge de la retraite. Les premiers points sont marqués. Mais attention, à l'ulama, un point gagné peut être perdu plus tard. Notre équipe a disputé le premier match et l'a gagné 8-0. C'est un bon début. Espérons que les jeunes continueront à bien jouer et qu'on remportera le titre. À partir de maintenant, les matchs se dérouleront simultanément sur 2 terrains. Chaque équipe doit rencontrer toutes les autres une fois. Côté public, l'ambiance est à la fête. Seul José n'est pas d'humeur festive. Tania a dû retourner à Mazatlán parce que le bébé est tombé malade. Il ne pouvait pas rester là. Il a eu une complication respiratoire. Il est sous surveillance. Côté compétition, un terrain est consacré au match des équipes masculines, tandis que sur l'autre s'affrontent les femmes et les juniors en alternance. Pour leur deuxième match, les joueurs de Sinaloa se mesurent à l'équipe de l'État du Mexique.
On a super bien joué et on l'a emporté. On cumule des points en avançant dans le tournoi. Au match suivant, l'équipe de Jalisco marque d'emblée des points, mais celle de Sinaloa finit quand même par gagner 8-0. Le lendemain matin, José arrive en retard, mais il est avec Tania et Sébastien. Sébastien a une petite inflammation des bronches à cause de l'humidité qu'il y a dans la région de Mazatlán. C'est pour ça qu'on n'a pas pu assister aux rencontres d'hier. Aujourd'hui, José voulait rester spectateur. Mais son équipe perd des points et le match qu'elle dispute ce matin contre celle de Mexico est déterminant pour la finale. Il décide donc de retourner sur le terrain. César, Sergio, José et son frère marquent les points décisifs. Notre équipe a remporté ses 5 matchs. On va directement en finale. Un bémol toutefois. Tania a décidé de retourner à Guadalajara, où Sébastien peut bénéficier d'un meilleur suivi médical. José doit se dépêcher s'il veut être rentré à temps pour participer à la finale. Les voici de nouveau à la gare routière de Mazatlán, où il leur faut se séparer, une fois de plus. J'espère que très vite, dans une semaine, une fois qu'on aura bouclé le championnat, je pourrai les rejoindre. Et qu'on passe Noël ensemble. Je pensais rester plus longtemps. Mais comme le petit est tombé malade, je dois le ramener pour qu'il voie le pédiatre qui le suit. José accompagne Tania et Sébastien jusqu'au bus. Au stade d'El Quelite, tout le monde se réunit pour la finale qui oppose Jalisco au champion de Sinaloa. José est arrivé à temps, mais il souhaite se cantonner à sa fonction d'entraîneur et de président. Des joueurs de Sinaloa renforcent l'équipe adverse. Mes frères veulent que les gens puissent voir un match qui oppose deux équipes de force égale. Ils veulent faire voler la balle et montrer aux jeunes ce que ça donne quand on joue à un haut niveau. Alors ils ont voulu se répartir entre les deux camps. Un frère ici, un frère là-bas. José décide finalement de participer pleinement à la finale. Le score oscille sans qu'aucun des deux camps ne l'emporte franchement. Raúl et Luis, les frères de José, marquent les premiers points. Le match se prolonge et Sinaloa continue à mener. Finalement, peu avant le coucher du soleil, la victoire est acquise. En sortant vainqueur de ce tournoi, on a atteint notre objectif. Il ne nous reste plus qu'à continuer à travailler pour le prochain. On verra si on arrive à gagner une fois de plus. En tout cas, aujourd'hui, on est champion. À la surprise générale, les joueurs de Californie terminent 3e et ceux de Jalisco raflent la 2e place. Quant aux Lizarraga et à leurs amis qui représentent Sinaloa, ils remportent le trophée pour la 2e fois.
Après tout le temps et tous les efforts consacrés à ce tournoi, tous les allers-retours aussi, je suis très content qu'on le clôture sur une victoire. Ça a été un grand tournoi. L'équipe qu'on a affrontée en finale était valeureuse. Mais on en est sorti encore une fois champion. La soirée se poursuit dans la cour de l'école. On mange du barbacoa, une potée à base de viande braisée, en l'occurrence du cerf, en trinquant à la victoire avec des canettes de bière. Avant de rejoindre sa femme et son fils pour Noël, José veut fabriquer une nouvelle balle qui servira lors des prochains Jeux. Pour cela, il lui faut de l'eau et du latex, le suc laiteux de l'EVA. Il le fait venir du sud-est tropical du pays. Quand il verse le latex dans l'eau chaude, avec un coagulant, en quelques secondes, il obtient du caoutchouc. Avec ce qu'il recueille sur la pointe de son couteau, il forme une petite boule qu'il va faire grossir à mesure qu'il rajoute du caoutchouc. On doit faire attention qu'elle soit bien ronde et uniforme. D'ici à ce qu'elle ait la taille d'une balle d'Ulama, j'ai encore du travail. Il met une trentaine d'heures pour fabriquer une balle en caoutchouc naturel, symbole du soleil dans la culture maya. Si on filme une partie d'Ulama et qu'on regarde ensuite les images au ralenti, on voit que la balle se déforme à chaque impact. Comme ça. Les trous servent à faire sortir le fluide qui exsude du mélange. Sébastien apprendra-t-il un jour tout cela? Aura-t-il l'occasion de partager la passion de son père? Espérons que oui. Des gens qui travaillent sur les énergies lui ont prédit un avenir de guide. Quand il était à l'hôpital, on nous a dit de ne pas nous en faire, qu'il allait s'en sortir, que c'était un battant. Alors, je me dis qu'un jour, peut-être, c'est pour l'Ulama qu'il se battra. Cette joute sportive multiséculaire qu'il serait dommage de laisser tomber dans l'oubli.